Aiguilleurs du ciel, trafic aérien perturbé dès demain pour 10% des vols au moins. André Bergeron, le gouvernement doit accepter une nouvelle réduction du temps de travail. Nicaragua, les guérilleros ont gagné. Ils ont quitté Managua avec les prisonniers politiques et une dizaine d'otages. Le conclave commence demain. Jean-Claude Darigo a visité les locaux où les cardinaux vont être réunis. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons, dans un premier chapitre de ce journal, vous parler beaucoup au retour. Depuis quelques heures, en effet, les plages commencent à se vider. Paris et les grandes villes vous attendent. Mais ce ne sera pas facile d'y revenir, par la route comme par la voie des airs. Le gros problème des retours par avion, vous le savez, c'est celui que pose la grève du zèle des contrôleurs aériens qui ont décidé de radicaliser leur position, d'être moins souples qu'ils ne l'étaient lors du pont du 15 août. Aussi, nos reporters ont-ils enquêté au ministère des Transports, à Air Inter, chez les organisateurs de voyage, pour essayer de vous préciser ce que sera la physionomie de ces 10 jours à venir. Les négociations sont interrompues par la grève du zèle et pour la 3e fois, le conflit est dans l'impasse. Le ministre des Transports a même durci le ton en dénonçant, je cite, « le chantage exercé contre les passagers par une minorité ». Cet après-midi, M. Le Teul a encore une fois résumé sa position. Non, d'abord, je dois vous dire que dans ce domaine, il n'y a pas de grève. C'est une chose qui va... Quand quelqu'un fait grève, il prend un risque. Alors là, il s'agit de fonctionnaires qui ont une responsabilité de service public. L'État vis-à-vis d'eux a des obligations, mais eux ont des obligations aussi vis-à-vis des passagers. Alors qu'ils exercent leurs fonctions, voilà ce que je demande. Et le ministère des Transports est ouvert à toute négociation. J'ai rendu public la lettre d'ailleurs que j'aurais envoyée, qui fait le point. Vous pouvez voir en lisant cette lettre de tout ce dont nous avons discuté, et vous pouvez vous rendre compte aussi de la médiocrité de la part qui est faite aux questions de sécurité, car contrairement à tout ce qui est dit, les questions de sécurité ne sont pas mises en avant lorsque l'on me voit, elles sont mises en avant lorsque vous tendez les micros ou lorsque les caméras regardent. Le gouvernement m'a demandé de faire en sorte que la circulation aérienne soit régulière, que les passagers n'aient pas à souffrir. J'utiliserai au fur et à mesure des contraintes les mesures qui paraîtront les plus justifiées. Ferez-vous appel à des contrôleurs de l'armée? J'ai répondu 20 fois qu'il n'en était pas question, que je n'avais jamais songé à cela. Monsieur le ministre, il faudra bien pourtant que la grève finisse un jour, on ne peut pas risquer un conflit. Ce n'est pas moi qui ai commencé la grève. Les mesures que prendra le ministre sont, l'Élysée l'a rappelé ce matin, les mêmes que pour le 15 août. C'est-à-dire que le gouvernement, s'il le faut, négociera avec les compagnies l'annulation de certains vols. Pendant la dernière grève du zèle, par exemple, Air France et Iberia avaient supprimé des liaisons et procédé à des délestages. Au pire, M. Le Teul envisage la fermeture de certains aéroports. D'autre part, l'aéroport de Paris va remettre en place le même dispositif, Orly ouvert jour et nuit, les bars et restaurants fermés plus tard, des postes de la Croix-Rouge supplémentaires. Pour le moment, en tout cas, à la veille de la grève du zèle, aucune compagnie n'a annulé de vol. Tout espère que leurs passagers n'auront que de légers retards. Alors, les conditions dans lesquelles nous pourrons exécuter ces vols seront, nous l'espérons, les meilleures possibles. Vous savez qu'au week-end du 15 août, par exemple, les retards ont été relativement minimes. La seule action que nous pouvons avoir, et nous l'avons, car nous avons d'abord le souci du passager, c'est de mettre à la disposition de ce passager, bien sûr, le meilleur accueil possible de tout notre personnel, mais je crois que c'est acquis, mais en plus, des moyens supplémentaires d'information, comme nous l'avions fait le 15 août, c'est-à-dire des moyens téléphoniques d'information, et nous les tiendrons très au courant des attentes éventuelles où nous leur donnerons la possibilité de faire prévenir. Les agents de voyage, par contre, sont un peu plus inquiets. Même si les charters espagnols ne sont finalement pas tous annulés, ils craignent de grosses difficultés pour ceux qui partent vers les Canaries ou vers les Baléares, en passant par l'Espagne. Nous considérons que 80% à 90% seront acheminés par la voie normale, avec un certain nombre de décalages, naturellement, qui peuvent aller, nous le pensons maintenant, de 1 heure à 3 heures, 4 heures au maximum. Il est possible que sur certains aéroports de province, nous soyons forcés d'acheminer un certain nombre de clients, mais en minorité, vers des aéroports espagnols, notamment de dégagement.
Et à partir de ces aéroports espagnols, eh bien, nous organisons des ponts aériens vers les destinations Canaries, Baléares, etc. En sens inverse, pour tous les vacanciers qui rentreront d'Espagne, le système sera le même. Si les compagnies ne veulent pas survoler l'espace aérien français, les avions atterriront près de la frontière, à Barcelone par exemple, et de là, les agents de voyage les achemineront par autocar vers Paris ou vers les villes de province. De toute façon, les frais occasionnés par d'éventuels retards seront assumés intégralement par les organisateurs de voyage. Je rappelle que cette grève est prévue à partir de demain, vendredi midi, donc au lundi 4 septembre midi. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole de l'Élysée, Pierre Indt, a rappelé que tout serait fait pour limiter les conséquences pour les usagers de ce que l'Élysée appelle des pratiques abusives exercées par un personnel réduit dans une période où le transport aérien concerne le grand public. À ras de terre, cette fois, deuxième vague de retour sur route. Là aussi, les obstacles sont nombreux. Il y a d'abord les traditionnels bouchons. Très rapidement, je vous indique d'ores et déjà les horaires déconseillés par Bison Futé. Au départ de la Bretagne et des côtes atlantiques, demain entre 6h et 12h, ainsi que samedi, et vous le voyez encore un petit peu le dimanche. Au départ de la côte méditerranéenne, la physionomie est quelque peu différente, mais ce sont ces heures-là également qu'il faut éviter, vendredi donc entre 6h et 15h. Même chose pour le samedi 26, entre 6h et 15h. Deuxième obstacle, l'alcotest. Jusqu'alors, les contrôles n'ont révélé que peu d'infractions, mais chaque région était prévenue par avance. Les automobilistes sont assez partagés sur la mesure, encore qu'ils aient accepté d'assez bonne grâce l'alcotest. En revanche, les restaurateurs, les cafetiers, ceux que l'on appelle les limonadiers, sont très courroucés et ils le font savoir bien haut. On les soupçonne, peut-être un petit peu vite, de toujours défendre d'abord leurs intérêts financiers. Pourquoi penser que les restaurateurs souhaitent vivre de l'alcoolisme? Nous ne souhaitons pas le client alcoolique. Ce n'est pas un bon client. Si vous voulez que le Français soit vigilant sur l'alcoolisme, c'est un sujet sur lequel on l'a traumatisé. Il y a dans sa civilisation de boire du vin en mangeant. Vous ne croyez pas que c'est important? Il vaut mieux pécher par excès de sobriété que l'inverse. Je serais d'accord avec vous si nous étions sûrs du résultat. Les accidents de la route dus à l'alcoolisme représentent 4 ou 5 000, c'est quand même énorme. Alors quitte à se priver de quelque chose ou à priver peut-être une profession d'une source de revenus, autant frapper très fort, vous ne croyez pas? La profession ne se défend pas de ses intérêts dans cette affaire. La profession est consciente, comme tout citoyen, qu'il faut lutter contre ce grave danger que représente un homme ivre au volant. Quel serait votre slogan alors? Buvez, mais un petit peu. Buvez à votre goût et à votre capacité. Oui, mais il y a des gens qui dépassent les 0,80 malheureusement. Oui, mais ceux-là, est-ce que vous croyez que vous allez les convaincre longtemps avec ce procédé? Et moi, je vous dis que vous ne convainquez à l'heure actuelle que les gens qui sont déjà raisonnables et déjà convaincus. Troisième obstacle pour les automobilistes, eh bien celui-là est beaucoup plus imprévu. J'avoue que nous avons été plusieurs à tomber des nues en découvrant l'information que voici. Il s'agit de la condamnation de 2 automobilistes par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc dans la Meuse. Condamnation à 300 francs d'amende avec inscription au casier judiciaire pour publicité illicite en faveur du tabac. Alors ça mérite 2 mots d'explication, Paul Lefebvre. Ah oui, Patrick, cette publicité illicite en faveur du tabac concerne en réalité cette bande bleue que l'on met en haut du pare-brise en pare-soleil. Dessus, il est inscrit le nom d'une célèbre cigarette brune, attention, pas de publicité. Rappelez-vous, pour les 24 heures du Mans l'année dernière, un contrat avait été passé entre le constructeur René Ligier et le CITA, la Régie des tabacs, pour couvrir la voiture de publicité pour cette fameuse cigarette. Et pour rentabiliser l'opération, pour se rembourser en partie de ses frais, la Régie des tabacs avait envoyé aux débitants de ces pare-soleil à vendre aux conducteurs qui voulaient ainsi se donner, même avec une 2 chevaux, des allures de Formule 1. Bon. Alors ça se passait en septembre. Un mois plus tard environ sont publiés les décrets d'application de la loi Veil pour la répression du tabagisme. Le CITA dit à ce moment-là, nous avons donné des instructions aux débitants de tabac pour qu'ils cessent de vendre ces pare-soleil. Évidemment, personne n'a songé à prévenir les conducteurs qui avaient déjà posé leur bande. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, des conducteurs de bonne foi d'ailleurs, ignorent que leur pare-soleil, s'ils les protègent peu d'ailleurs des éblouissements, risque de leur attirer la foudre des gendarmes. Car ils tombent sous le coup de la loi qui prévoit ce genre d'amende et surtout l'inscription automatique de ce délit du code de la route au casier judiciaire. Alors ça fait partie de ces infractions d'autant plus ignorées qu'elles sont tombées dans les mœurs, comme par exemple pour les turfistes, le fait de donner son tiercé à déposer au PMU par un tiers, ça aussi est interdit.
Alors reste à savoir si le bon sens ne conseillerait pas à ceux qui donnent instruction aux gendarmes, ne serait-ce que pour décongestionner les tribunaux qui n'en peuvent mais, reste à savoir si le bon sens ne serait pas de faire enlever au conducteur sur le champ la bande coupable et puis de le laisser partir tranquille. J'ajoute, dernière information à destination des automobilistes, que la décision de faire ou non baisser le prix de l'essence ne sera prise que la semaine prochaine au cours du Conseil des ministres du 30. Les ministres qui se retrouvaient aujourd'hui autour du chef de l'État ont abordé le dossier de l'industrie agroalimentaire. La France veut davantage exporter de produits agricoles et alimentaires et c'est indispensable pour sa balance des paiements. Il faut donc renforcer cette industrie. Les ministres ont aussi entendu le président exprimer sa vive préoccupation devant la persistance de la tension à Beyrouth et dans le sud Liban. Enfin, dans notre deuxième journal la soirée, vous entendrez le porte-parole de l'Élysée confirmer que la France a bien demandé au Pakistan de modifier l'usine de retraitement qu'elle s'est engagée à lui construire il y a 2 ans, afin qu'il soit impossible d'y fabriquer un engin nucléaire. Tout de suite après le Conseil, Raymond Barre s'est rendu dans Lyon, dans une petite bourgade de 6000 habitants, Chérois, accueilli par le maire de la ville, le RPR Jacques Piot. Le Premier ministre a évoqué la réforme des collectivités locales et la situation économique. Il ne s'agit plus de dire que l'on dépensera n'importe quand, n'importe comment, pour n'importe quoi, et que les moyens de financement suivront. Il s'agira de maîtriser la dépense en choisissant les dépenses les plus utiles compte tenu des moyens de financement disponibles. Nous avons à le faire à l'échelle de l'État et nous l'avons entrepris. C'est un problème qui va se poser, il se pose déjà dans un certain nombre de collectivités locales. Il faudra bien sûr prévoir les mécanismes d'adaptation et de transition. Mais je souhaite vivement attirer votre attention sur ce fait que le développement des responsabilités locales ne signifie pas la porte ouverte à toutes les dépenses sans qu'il y ait souci de financement, avec cette idée qu'en fin de compte, l'État fera l'appoint. Dans le dernier journal d'Hervé Claude, le commentaire de Bernard Pradino sur ce voyage du Premier ministre dans Lyon. Demain, Raymond Barre se rendra à Beaucaire, dans le Gard, l'université d'été des jeunes giscardiens du mouvement Autrement. Une initiative de Gabriel Perronnet, président d'honneur du Parti radical. Il souhaite que Robert Fabre prenne la tête d'une liste radicale pour l'élection du Parlement européen. Et puis, la suite de nos rendez-vous avec les grands leaders syndicaux à la veille de la rentrée sociale. Aujourd'hui, André Bergeron que Jacques Merlino est allé rencontrer dans le Quercy, là où traditionnellement le secrétaire général de Force ouvrière prend ses vacances. André Bergeron, qui est revenu sur le souhait d'une 5e semaine de congés payés, sur les difficultés de financement de la sécurité sociale, mais surtout sur le chômage. Notre préoccupation dominante sera naturellement le chômage, et notamment le chômage des jeunes. C'est un problème redoutable qui n'est pas spécial à la France, qu'on connaît un peu partout dans les pays industrialisés. Mais dans la mesure où le chômage des jeunes prend la dimension qu'on peut imaginer, alors très vite, cela peut dégénérer jusqu'à la mise en cause des institutions démocratiques. Alors comment faire pour résoudre le problème du chômage? D'abord, je l'ai souvent dit, les difficultés ont maintenant un caractère universel, étant donné l'interdépendance des économies nationales. Mais cela dit, on peut faire quelque chose. Je crois qu'il faut mieux adapter l'enseignement aux réalités de la vie, donner une place plus grande à l'enseignement technique dans l'éducation nationale, revaloriser le travail manuel. Peut-être faut-il aussi relancer l'activité dans un certain nombre de secteurs en difficulté, et puis je crois qu'il faut aller plus loin dans la discussion portant sur la réduction de la durée du travail. Effectivement, alors toutes les mesures que vous venez de proposer sont des mesures à long terme qui demandent du temps. Est-ce qu'il y a des mesures que vous pouvez envisager et qui, à très court terme, pourraient modifier la situation de l'emploi? À mon avis, le gouvernement doit accepter une nouvelle réduction de la durée maximum légale du travail. On doit remettre en question tout le système des équivalences qui fait que, dans certains endroits, on impose aux salariés un temps de présence très supérieur au temps qu'il aurait payé. Par exemple?
dans les hôtels, cafés, restaurants, dans le commerce, etc. Et puis je pense qu'il faut débattre dans les conventions collectives ou dans les accords de type fonction publique et secteur nationalisé de la durée effective du travail. Nous ne sommes pas les seuls de notre avis. Le comité consultatif de la communauté européenne du charbon et de l'acier, en évoquant les difficultés de la sidérurgie, a indiqué qu'il ne fallait pas se résoudre à des licenciements massifs, mais au contraire, examiner les possibilités d'avancement de l'âge de la retraite, de réduction de la durée hebdomadaire, etc. Et puis, j'ai vu l'autre jour que les commissions du plan se prononçaient exactement dans le même sens. Par conséquent, je crois qu'une réduction de la durée du travail doit être examinée immédiatement en vue de parvenir à des solutions. Est-ce que la semaine de 35 heures va devenir une revendication de force ouvrière? Écoutez, je ne veux pas citer de chiffres. Je pense qu'il faut aller dans le sens d'une réduction progressive de la durée du travail, qui ne peut être la même partout, étant donné la différence de situation entre les industries et les régions. Mais enfin, sur le fond, il faut aller dans cette direction-là. L'actualité à l'étranger maintenant. Les observateurs ont beaucoup commenté notre entretien avec le Shah d'Iran que nous avons diffusé hier soir. Tout le monde a surtout été frappé par cette sorte de lassitude physique et morale qui se dégageait de l'interview. Aujourd'hui, nous donnons la parole à un opposant du régime réfugié à Paris. Son argument numéro 1, le Shah a tort de dire qu'il porte le pays à bout de bras, qu'il est le seul à pouvoir contrôler la situation. Une des pièces maîtresses de la politique du Shah, c'était de dire « moi ou le chaos ». De dire qu'à part moi, il n'y a rien en Iran qui peut assurer la stabilité de l'Iran et qui peut assumer l'importance stratégique de l'Iran dans le monde actuel. C'est faux. Malgré 25 années de la répression, l'opposition iranienne démontre une vitalité, une unanimité et une capacité de s'organiser et de formuler ces déclarations politiques qui est étonnante. Est-ce que les manifestations contre le Shah vont se poursuivre en Iran? Jusqu'au moment où il n'y a pas un changement effectif des structures du régime en Iran, les manifestations pour réclamer la liberté et la démocratie vont continuer en Iran. Mais le Shah vient de promettre qu'il allait démocratiser. La promesse ne vous suffit pas? Personne ne croira aux promesses de Shah. C'est impossible de croire à la libéralisation avec le Franco. Pourquoi? Je crois que le Shah a démontré au cours de sa vie plusieurs fois que chaque moment difficile, il a essayé de passer en donnant des promesses. C'est un régime, on voit en apparence, hier soir on a vu à la télévision française un vieil homme larmoyante, mais derrière, il y a un appareil de police politique intact. Les prisons sont toujours pleines de prisonniers politiques. On arrête les gens dans la rue. Il y a l'état de siège et la loi martiale à travers plusieurs villes d'Iran. Comment est-ce qu'on peut croire aux promesses de libéralisation dans ces situations? Il y a combien de conseillers américains en Iran actuellement? Il y a des chiffres différents qui sont donnés, mais dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a 35 à 40 000 conseillers américains en Iran. Alors, est-ce que vous pensez raisonnablement que les Américains admettront un coup d'État contre le Shah? À mon avis, ça va être très difficile pour les Américains, en tout cas pour l'Iran, qu'on assiste à un coup d'État contre le Shah comme ça, soudainement, à l'intérieur de l'armée iranienne. Et je peux dire que, pour moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est pas la meilleure solution. Est-ce que vous avez le sentiment que le Shah serait prêt à se retirer si les manifestations continuaient en Iran? En tout cas, ça, je peux vous dire que s'il ne se retire pas, s'il ne s'en aille pas, on va assister en Iran à des situations de plus en plus difficiles qui pourront mettre en cause la stabilité de la région même. Le Shah est devenu l'élément de déstabilisation dans la région. Il faut qu'il s'en aille pour que la région et l'Iran se retrouvent sa tranquillité. De toutes dernières informations nous disent que le Premier ministre iranien, M. Ahmoudeggar, aurait remis sa démission, en tout cas présenté sa démission au Shah, mais que celle-ci n'aurait pas encore été acceptée. Nicaragua maintenant, le commando de guerrilleros qui avait investi le palais national et qui retenait en otage plusieurs centaines de personnes semble avoir gagné la partie. Il l'a même gagné, on peut le dire. Ces exigences ont été acceptées par le chef de l'État, le président Somoza. Ils ont quitté le siège du Parlement en compagnie d'une dizaine d'otages, en majorité des parlementaires et des personnalités proches du chef de l'État, et viennent, il y a 2 heures, de s'envoler pour le Venezuela.
Voici les images de la libération hier soir des premiers otages du commando du front sandiniste. Il s'agit des civils qui se trouvaient à l'intérieur du palais national au moment de l'assaut du commando. Beaucoup d'entre eux étaient venus payer leurs impôts. Leur libération a été obtenue par l'archevêque de Managua qui a conduit les négociations entre le commando et le gouvernement du président Somoza. Finalement, le gouvernement a cédé à la plupart des exigences des guérilleros qui ont pu gagner l'aéroport et décoller il y a 2 heures pour le Venezuela. Le commando était accompagné d'une dizaine d'otages, dont le neveu du président Somoza et des prisonniers politiques dont il avait réclamé la libération. Le gouvernement aurait versé une rançon d'un demi-million de dollars au lieu des 10 millions initialement demandés. Réussite presque totale donc pour le front sandiniste, dont le coup d'éclat parfaitement préparé et exécuté aura fait céder le régime du président Somoza, déjà en butte à une agitation sociale très vive et qui paraît plus vulnérable que jamais. Enfin, un dernier pôle d'intérêt à l'étranger, Rome, à la veille bien sûr de l'ouverture du conclave. Les hommes d'église sont, on le sait, des hommes discrets. Rien n'a encore filtré sur leur conciliabule d'avant-conclave. Seul un ordinateur a été un petit peu plus délicat qu'eux. Il donne comme favori le nom du cardinal Baggio. Mais avant toute supputation, le décor spartiate que vous allez voir. C'est ici, dans la chapelle Sixtine, que vont délibérer et voter 2 fois par jour les 111 cardinaux électeurs du prochain pape. Toute trace du décorum d'antan semble avoir été éliminée selon la volonté de Paul VI. Plus de dais au-dessus des sièges cardinalices, plus de trônes, mais comme on le voit, de simples chaises mises les unes à côté des autres. On s'était demandé si l'un des lieux les plus beaux de la chrétienté pourrait accueillir pour le conclave un collège de cardinaux considérablement agrandi depuis Jean XXIII. La solution fut trouvée en surélevant le sol de la Sixtine de 80 cm. Les cardinaux de l'Église romaine vont donc effectuer l'élection du souverain pontife, à la fois dans le cadre grandiose des fresques uniques de Michel-Ange et aussi, signe des temps, dans une extrême simplicité. Le poêle qui a servi à brûler les bulletins du précédent conclave a été remplacé et mis à l'opposé de l'endroit où il se situait précédemment. Afin de donner aux fumées noires et finalement à la fumée blanche des couleurs franches et visibles, aux bulletins seront joints des produits chimiques disposés près du foyer. Pour loger les 111 prélats, il a fallu équiper à la hâte pratiquement l'ensemble du 2e étage du Vatican. Les salles qui se succèdent à cet endroit sont merveilleusement décorées, mais pratiquement inhabitables pour des hommes d'aujourd'hui. La salle à manger commune, équipée de tables en formica recouvertes de nappes blanches, sera approvisionnée par une cuisine située à l'intérieur du conclave. Les vivres arriveront par un tour pratiqué dans la double porte du patio des Borgia. Quant aux chambres des cardinaux, elles ont des allures spartiates, à peine le strict nécessaire, et ceci pour des hommes dont la majorité a 70 ans et plus. Pour ce conclave, le secret sera bien gardé. On voit des scellés partout qui garantissent la liberté de ceux qui demain éliront le successeur de Saint-Pierre. Ouverture du conclave donc demain 17h30. Louise Brown va bien. Louise Brown, c'est ce petit bébé qui vous avait réveillé à la fin juillet, le premier bébé éprouvette. Eh bien, Louise a aujourd'hui 28 jours. Nous sommes maintenant en mesure de vous présenter le film de sa naissance. Pourquoi ce retard? Eh bien parce que les parents de Louise avaient passé un contrat avec le gouvernement britannique et n'ont autorisé sa projection qu'au bout de 4 semaines. Je vous préviens tout de suite, c'est une césarienne. Ce sont donc des images qui peuvent impressionner. Oui, ces images datent d'1 mois, mais qu'importe s'il s'agit d'un document historique. Vous voyez autour de Madame Brown le docteur Patrick Steptoe, qui va aider à la mise au monde du premier bébé éprouvette. Pour lui, cet instant est le couronnement de 12 années de recherche menées avec le physiologiste Robert Edwards. Et voici l'événement, la naissance de Louise Brown. Son premier cri, écoutez-le. The baby cried at 20 seconds. Pulse meconium, normal echo.
Devant ce bébé, loin des polémiques qui ont suivi cette naissance impossible, on ne peut que partager la joie de monsieur et de madame Brown et la fierté des deux médecins anglais. Voilà, elle a crié et un mois après, elle se porte donc très bien. En Corse, cette nuit, attentat contre la résidence secondaire et le dépôt de meubles d'un commerçant du continent installé dans l'île. C'est un commando du FLNC qui a revendiqué cet attentat. Comme il y a 2 semaines, pour le château de M. Béguin, près de Bastia, eh bien, le commando a d'abord fait évacuer les occupants de la résidence. Collision entre 2 cargos sur la Seine, il y aurait 4 marins disparus. L'accident est arrivé en début d'après-midi à hauteur de Côte-Bec en Seine-Maritime. C'est un petit caboteur anglais qui a littéralement éperonné un navire ivoirien avant de se retourner, quille en l'air, emprisonnant son équipage dans une poche d'air. L'un des marins a été retrouvé par les pompiers, mais les autres sont toujours bloqués. Il y en aurait au moins un en vie. Les sauveteurs ont en effet repéré des coups frappés sur la coque. Pour la 4e fois de l'été, les guêpes ont tué. La dernière victime est en effet un agriculteur de 57 ans qui est mort hier matin dans le Vaucluse. Mais il ne faut pas dramatiser, les piqûres mortelles sont rares et l'intervention rapide d'un médecin peut vous sauver. On voit soit des piqûres dans la bouche ou dans la gorge, provoquées par un frelon, par une guêpe qui s'est introduite à l'occasion avec un fruit. Et là, ça peut être gravissime. Il faut intuber tout de suite, éventuellement trachéotomiser. Et à côté de ça, il y a également un second type d'accident. Ce sont des chocs anaphylactiques. C'est-à-dire une baisse de tension qui peut survenir chez des gens qui ont été déjà beaucoup piqués. Il y a théoriquement toujours un risque. Ce risque, malheureusement, quand il existe, est immédiat. Et donc, il faudra intervenir très vite. Mais la plupart des piqûres se passent très bien. La page sportive du journal, football, d'abord avec la composition de l'équipe de France qui rencontrera la Suède dans 9 jours. À noter, vous le voyez, le retour de Marius Trésor et de Marc Berdol, tous deux remis de leurs blessures. L'absence de Jean-Marc Guilloux et de Bernard Lacombe. Et enfin la confirmation de 2 éléments d'une équipe qui marche très bien en ce moment. Je veux parler de Strasbourg, avec, vous le voyez, Gemrich et Jouve. À Berlin-Ouest, la razzia américaine continue. Après 16 finales qui ont été disputées depuis dimanche, 13 médailles d'or pour les États-Unis, dont 2 à l'URSS, 1 à la République fédérale allemande, 0 donc pour les Allemands de l'Est. À l'actif des Américains également, 5 records du monde. La Française Annick de Suzini, toujours elle, s'est de nouveau qualifiée pour une finale, celle du 200 mètres brasse. Et les Français du relais se sont eux aussi qualifiés pour la finale 4 x 200 mètres nage libre, en battant au passage le record de France. Enfin, le tiercé qui se courait à Vincennes dans le prix de Savoie, la combinaison gagnante le 8, le 7 et le 18, dans l'ordre pour 5 francs. Vous le voyez, un peu plus de 57 000 francs, dans un ordre différent, un peu moins de 6 000 francs. Dernière page du journal, le bulletin météo, et je me tourne vers vous, Laurent Bourmède. D'abord pour demain. Oui, eh bien imaginez une forteresse au-dessus de la France, une masse d'air chaud et stable. Dès que des nuages s'en approchent, eh bien ils sont repoussés. C'est donc du très beau temps demain sur la France après la dissipation des inévitables brumes matinales, sensibles en particulier de la Normandie à la Flandre et au nord de la Seine et un peu sur l'Aquitaine. Mais assez vite, eh bien, le soleil réchauffera l'atmosphère et les cœurs, 25-30 degrés. Je n'ai même pas placé le symbole des orages sur les massifs montagneux et la Corse. Ils seront rares. En revanche, samedi, eh bien, la forteresse va un peu s'affaiblir. Il y aura des nuages au nord de la Seine et sans doute quelques averses près des frontières du nord. Des orages plus nombreux sur l'est du pays. Ailleurs, du soleil. 22h50 sera l'heure de votre dernier rendez-vous avec l'actualité. Le journal sera présenté comme d'habitude par Hervé Claude. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de soirée.